Bonjour tout le monde, un grand merci d'être avec nous ce matin pour ce nouveau webinaire. On a un peu perdu le compte, mais je pense que c'est le 7e, qui porte sur les questions de transition écologique pour les bibliothèques. Et aujourd'hui, on a prévu de parler de la création et de l'animation d'un fonds dédié, développement durable ou transition écologique. On va avoir 3 retours d'expérience de 3 bibliothèques, médiathèques différentes et une présentation avec un pas de côté, avec Cécile Rochette, qui n'est pas bibliothécaire, mais qui a une activité, on va dire, de libraire. Elle nous en parlera plus en détail et elle propose des animations autour de livres issus de ce fonds et du coup, elle partagera avec nous ses bonnes pratiques, ses idées, etc. On va être ensemble jusqu'à 11h30. À 11h30, je vais essayer de vous montrer le programme, si ça veut bien marcher. Voilà. À 11h30, on laissera ouvert la salle, mais on coupera l'enregistrement pour échanger entre nous, celles et ceux qui ont envie de faire des suggestions pour les prochaines fois, d'avoir des échanges plus libres, etc. Voilà pour le programme. On a prévu des interventions très courtes, entre 10 et 15 minutes à chaque fois, les plus, vous allez voir, très concrètes, et puis un temps de questions-réponses à la fin de chaque intervention. Voilà, je vais avoir la rude mission de tenir le temps, et donc peut-être que je serai amenée à faire signe aux présentatrices, que je remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir intervenir aujourd'hui. Peut-être que je serai amenée à vous faire signe si jamais on voit qu'on déborde, mais je suis sûre que tout va très bien se passer. Sentez-vous très libre dans la salle de noter des questions au fur et à mesure dans le chat ou de mettre des petits mots dans le chat. On essaiera de les traiter au fur et à mesure, de les communiquer aux présentatrices, etc. Voilà, j'ai dit. Et si ça vous va, je laisse tout de suite la parole, sauf si… alors, avec moi à l'organisation aujourd'hui, on a Nola Normand de Bib 92, Marion Lenagar de la commission Bibliothèque verte de l'ABF. Et c'est un webinaire, j'ai oublié de le dire, qui est co-organisé par Bib 92, Commission Développement Durable, les Bibliothèques vertes de l'ABF et le Shift Project et le Bureau des acclimatations. Est-ce que j'oublie quelqu'un? On a aussi dans l'équipe d'organisation Pauline et Julie qui sont là, Julie Curien et Pauline, j'ai peur de dire une bêtise sur ton nom. Van Tran? Tran Van Chaud. Tran Van, Tran Van Chaud. Chaud. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire signe si vous avez envie de vous joindre à nous sur l'organisation. On en reparlera à la fin du webinaire. Et je passe tout de suite la parole à Hélène Brochard de la médiathèque de Villeneuve-d'Ascq. C'est bon. Eh bien, écoutez, bonjour tout le monde. Je vais vous parler de la mise en place de notre fonds de développement durable à Villeneuve-d'Ascq. Alors, c'est vrai qu'on s'est un petit peu articulé avec les collègues parce qu'il y a une autre présentation de fonds de développement durable en bibliothèque municipale. Donc, moi, je vous parle davantage de la jeunesse du projet et puis jusqu'à son inauguration et puis ce qu'on projette, mais sans revenir forcément sur un bilan à ce stade. Donc, on peut passer à la diapo numéro 2. Je vais vous donner quelques éléments de contexte d'abord parce qu'ils sont importants pour réinscrire ce projet dans une politique globale de la ville de Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve-d'Ascq, c'est une commune qui est limitrophe de Lille, donc métropole européenne de Lille, qui est la 4e ville en termes d'habitants au sein de la métropole, mais qui est la seconde commune la plus étendue de la métropole. Pourquoi c'est important? Parce que Villeneuve-d'Ascq, c'est une ville nouvelle qui a été créée dans les années 70, qui a une forme de continuité politique puisque nous avons le même maire depuis 1977, donc un maire qui a contribué à la construction de la ville et qui depuis toujours a milité pour la préservation des espaces naturels et des espaces verts. Donc, je vous ai mis à la fois un petit plan et puis 2 photos parce que dans la métropole lilloise, Villeneuve-d'Ascq est quand même identifiée comme une sorte de poumon vert de la métropole lilloise. Il y a quand même une très grosse superficie préservée, des terres agricoles, on a 6 lacs. Voilà, c'est important dans un contexte global. Villeneuve-d'Ascq, c'est aussi la ville universitaire. On a 2 gros campus. Et donc, une ville avec une histoire un peu particulière, puisque quand elle a été créée, elle a regroupé 3 anciens villages, et autour de ces anciens villages,
se sont développés les quartiers nouveaux avec une grosse réflexion menée sur l'urbanisme, notamment en termes de mobilité douce dès cette époque-là. Donc, ce contexte-là, il est important parce que la place du développement durable ou de l'écologie, elle est quand même fortement imprégnée dans cette ville et dans la politique du maire depuis très longtemps. Et notre projet s'inscrit aussi dans les priorités du nouveau mandat politique, mais toujours du même maire. Donc voilà, il s'est aussi inscrit dans des priorités politiques. Je voulais aussi contextualiser ce projet de création de fonds. Il a débuté il y a un petit peu plus d'1 an, mais il a surtout été formalisé et puis vraiment mis en place grâce à un stage d'une élève conservatrice INET de la promotion Marguerite Yourcenar, donc Virginie Mourani, que je voulais saluer parce que c'est quand même elle qui a fait le plus gros du boulot. Ça permet aussi de souligner l'avantage des stages INET qui peuvent des fois nous permettre de vraiment passer beaucoup de temps en continu sur un projet qu'on a parfois du mal à prioriser parmi tout le quotidien d'une médiathèque. Donc voilà, c'est l'introduction. Sur la diapo suivante, je vous parlerai rapidement de notre médiathèque. C'est une médiathèque municipale. Il n'y en a qu'une à Villeneuve-d'Ascq, malgré l'étendue du territoire. On est dans un fonctionnement un petit peu particulier, une médiathèque municipale et ensuite, au sein de la ville, c'est un réseau de bibliothèques associatives avec, voilà, on est en train de travailler dessus pour définir l'avenir de ces bibliothèques associatives, mais il n'y a pas de médiathèque de quartier. Il y a uniquement ce grand bâtiment de 2000 mètres carrés qui est pas loin qui est dans un parc. Et sur une chaussée piétonne. Donc là aussi, on n'arrive pas en voiture à la médiathèque. Et une équipe de 30 personnes, globalement une équipe, ça c'est important aussi dans les éléments de contexte, globalement convaincue et investie dans sa totalité. On a un fonctionnement quand même très en transversalité et on mène aucun projet sans que l'ensemble de l'équipe n'y adhère ou ne s'y sente investi. Chacun à sa manière et à sa hauteur, mais voilà, la photo d'équipe, c'est juste pour montrer qu'on est quand même aussi dans un contexte de ressources humaines qui est, j'allais dire normal, mais par les temps qui courent, je le sais et je l'apprécie confortable. Donc 30 personnes. Par rapport à on a 132 000 documents en tout sur l'ensemble du bâtiment et un budget d'acquisition de 132 000 € pour une ville de 62 000 habitants. Donc, on est aussi, je le souligne parce que je sais que des fois, il faut mener des choses dans les contraintes et en l'occurrence, nous, que ce soit au niveau du personnel ou du budget, on a des contraintes, bien évidemment, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas complètement serré à la gorge et on a une certaine latitude très confortable. Alors, notre fonds développement durable, comme je le disais, il s'inscrit dans le cadre d'une priorité de mandat. Donc, lors des élections municipales dernières, le maire a mis dans son programme vraiment une priorité plus sur le concept de Villeneuve-d'Ascq, ville nature et nourricière. Donc, l'idée, c'est une ville respectueuse de l'environnement, préservation des espaces naturels, action en faveur de la biodiversité et surtout plusieurs actions menées en direction d'une agriculture urbaine au service des habitants. On est vraiment dans des actions qui visent à permettre aux habitants de cultiver ou de récolter. Et c'est par rapport à cette priorité politique qu'on a soumis et qu'on a valorisé la création de ce fonds. C'est important parce que ce fonds, ce n'est pas non plus seulement une proposition de notre part, mais c'est une dynamique globale au sein de la ville, ce qui permet, je pense, d'insister aussi sur le rôle d'une médiathèque au sein d'une collectivité en termes de participation à toutes les politiques publiques. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui est important au quotidien, de montrer le rôle des bibliothèques dans les politiques publiques en général. Donc, c'est toujours bien, je trouve, de se mettre en miroir par rapport à
à ses choix politiques et ses priorités politiques et de montrer aux élus comment on peut s'y inscrire. Donc, on avait une priorité politique. On a en parallèle quand même de plus en plus un public qui est attentif à ces questions et qui demande de la documentation des livres. On est principalement sur du livre pour l'instant sur ces thématiques. Et on s'est retrouvé comme tout bibliothécaire confronté au fait que les collections sur ce sujet étaient dispersées un petit peu partout. Donc, même si on a un plan de classement simplifié, on avait néanmoins des documents qui pouvaient être en vie pratique, d'autres qui étaient plutôt en société, d'autres qui étaient plutôt en politique, d'autres qui étaient en sciences. Et en fait, l'idée de ce fonds, elle a été quand même déclenchée par une augmentation des demandes du public qui nous faisait réaliser qu'il n'y avait plus forcément de cohérence à disperser tous les livres, mais à plutôt les rassembler sous ce chapeau commun de développement durable. C'est le nom qu'on a gardé malgré les débats. Il s'est trouvé aussi que dans le contexte global, on a une grosse action au niveau de la métropole européenne de Lille qui est la nuit des bibliothèques. La nuit des bibliothèques, c'est l'ancêtre des nuits de la lecture. Mais donc, sur la métropole lilloise, ça a lieu en octobre. Il y a chaque année une thématique. Et pour 2022, la thématique, c'était écologie et développement durable. Donc, ça nous a permis finalement de nous donner une contrainte de calendrier puisque notre objectif, c'était d'inaugurer ce rayon pour la nuit des bibliothèques et ainsi de le valoriser dans la programmation qui était relayée à l'échelle de la métropole. Forcément, tout ça, c'est le avant, pendant, mais il y avait aussi toutes les questions d'engagement ensuite à long terme. Une fois qu'on a lancé ce rayon, qu'est-ce qu'on en fait après? Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, alors là, je vais pas c'est pas fait pour que vous lisiez en détail, mais là, on est plutôt sur, de manière concrète, comment on a mis en place ce fonds. Alors, très concrètement, on a pris notre plan de classement et on a identifié dans ce plan de classement, donc là, ça correspond aux parties surlignées en jaune, où on trouvait, dans quel secteur on trouvait des collections qui pouvaient rejoindre ce rayon développement durable. À partir de là, on a eu une estimation de volumétrie et on a estimé à 900 documents maximum ce fonds développement durable. Forcément, ce travail-là, il a été assorti d'une réflexion globale sur qu'est-ce qu'on met dans ce rayon, c'est quoi les limites, est-ce que des fois on ne sépare pas des collections qui inversement ont plutôt intérêt à rester ensemble? Enfin, ce qui peut paraître simple au début sur le papier, finalement soulève énormément de questions et ce n'est pas si simple de créer un fonds de développement durable et d'identifier ce qu'on met. Il faut forcément faire des choix, je pense, mais qui peuvent pas être identiques d'un lieu à un autre. Je pense que c'est forcément à adapter au contexte, aux collections en général, au classement, à la disposition des espaces. Néanmoins, c'est important de faire des choix et puis de les arbitrer pour qu'ensuite, ce fonds il continue d'être cohérent et que tous les collègues qui participent aux acquisitions ou au catalogage sachent si une collection rejoint si un document rejoint cette collection ou s'il s'en va ailleurs. Donc, on s'est fixé un objectif de 900 documents environ. Ouais, c'est bon. On a cherché ensuite une logique de classement et c'était peut-être là où on a passé le plus de temps. On a eu une première piste où on identifiait 3 grands thèmes, le mode de vie, l'environnement, la conscience écologique. Mais en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on créait un énorme déséquilibre entre les collections pratiques et puis les autres. On a encore avancé avec d'autres pistes, mais finalement, on a retenu une piste qui divise notre fond, notre rayon en 2 grands pôles. Agir de manière individuelle et agir de manière collective. Donc, on va retrouver dans l'individuel tout ce qui relève de la vie quotidienne. On est quasiment sur de la vie pratique, alors qu'en vie collective,
on va avoir tout ce qu'on peut faire à l'échelle de la société ou si on a envie d'y participer à l'échelle de la société. Une fois que le choix fait, forcément, on a… Alors, voilà, vous avez notre fonds. Au travail classique de bibliothécaire, hein, on a refait un plan de classement spécifique pour ce pôle. On souhaitait une identification visuelle forte. Donc là, on ne le voit pas sur les photos, mais le rayon, il est vraiment juste à l'entrée de la grande salle. Donc, il est agrémenté de plantes vertes et avec un maximum de place à la valorisation des collections. Le cube devant permet des présentations thématiques, puisque à l'intérieur de cette grande thématique, on peut encore extraire des thématiques plus fines. Mais on ne s'est pas arrêté là, puisque le projet était un projet global. On a assorti la mise en place de ce rayon d'une valorisation sur notre site web. Donc là, je vous ai mis 2 copies d'écran. Sur le site web, maintenant, dans les petits carrés de couleur sur la droite, vous pouvez avoir une entrée spécifique sur la thématique qui permet d'accéder, on le voit en bas à droite de la diapo, à déjà un carrousel de nouveautés régulièrement alimenté dès qu'on met des nouveautés dans le rayon, mais également en dessous à des sélections bibliographiques et éventuellement à la programmation d'ateliers qui est aussi en lien avec ce rayon. Voilà, on l'a inauguré comme prévu. Oui, on peut passer à la diapo d'après. Donc, on l'a inauguré comme prévu à la Nuit des bibliothèques, avec pas mal d'actions autour, une grénothèque, un troc de plantes. Alors, grénothèque et troc de plantes, on les fait ponctuellement, mais ils ne sont pas en permanence. C'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. En fait, le fait de le faire ponctuellement, ça fonctionne très bien, donc on le laisse comme ça. Cette diapo-là, elle représente quand même la dynamique globale et c'est ce sur quoi on insiste auprès de l'équipe et puis auprès des partenaires. Ça associe beaucoup d'autres services municipaux, les espaces verts, le service écologie, développement durable. C'est que c'est vraiment une dynamique globale qui s'alterne entre ce choix de constitution de fonds, sa valorisation, mais aussi la dynamique de programmation autour et une dynamique d'ateliers, de mini-conférences, d'ateliers pratiques régulières tout au long de l'année. C'est forcément aussi les prémices, on va dire, à ce stade, d'une réflexion sur nos pratiques internes qui est en cours. Et ce sera la dernière diapo pour finir dans les quelques minutes. Donc, ça, c'est une photo diffusée sur les réseaux sociaux au moment où on a retiré de la médiathèque complètement tous les gobelets plastiques et qu'on incite tout le monde à venir avec sa gourde. Donc, on a des fontaines à eau. Avant, sur ces fontaines à eau, il y avait des gobelets plastiques. Donc là, on a tout retiré. On a acheté des gobelets lavables, mais on incite surtout tout le monde à venir avec sa gourde. Il y a des réflexions en cours forcément sur l'équipement. Voilà, enfin, l'idée, c'est comment aller plus loin maintenant au niveau des pratiques internes. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Il y a déjà 2 questions et puis il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver. Ouais, Marion, est-ce que tu veux prendre le relais sur les questions? Non? Vas-y, comme tu veux. Si tu veux, je le fais, mais c'est comme tu veux. Bah, vas-y, je te laisse faire. Alors, Ah oui, je n'ai pas précisé. Oui. je vous lis du coup les questions. Vous disiez qu'on ne pouvait pas accéder à la bibliothèque en voiture. Avez-vous mis en place des actions spécifiques pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite, par exemple les personnes âgées qui marchent encore avec des aides médicales, etc. Oui, alors là, j'ai dit ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'accès en voiture. Donc, il y a des parkings à l'extérieur, mais alors, il y a une spécificité aussi à Villeneuve-d'Ascq, parce que c'est une ville nouvelle, c'est que c'est une ville qui est absolument très, très accessible, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, tous les chemins sont en pente douce. Donc, il n'y a aucun problème pour accéder à la médiathèque. Et à l'intérieur, c'est un bâtiment très compliqué avec beaucoup de niveaux, mais on a un ascenseur qui dessert l'ensemble des niveaux. D'accord. OK. Et alors, attendez, ça a sauté. Est-ce qu'il y a des 900 documents collection adulte
ou collection adulte Ouais. mélangée. J'ai Et oublié de… j'enchaîne avec juste l'autre parce que c'est sur les 900 documents aussi. La limite des 900 documents concerne-t-elle seulement les ouvrages papier? Avez-vous aussi prévu d'intégrer la thématique du développement durable dans votre rayon DVD? Oui, alors j'ai oublié de préciser, c'est vrai. Donc, on est uniquement sur des collections documentaires. J'ai oublié de préciser. On a fait le choix, là aussi, on a arbitré. On aurait pu mettre de la fiction parce qu'il y a toute une vague, notamment de fiction ou de romans qui peuvent être sur cette thématique, mais on ne l'a pas fait. Donc, c'est que du documentaire. Et au sein de ce rayon, mais comme au sein de l'ensemble des collections documentaires, ce n'est pas spécifique à ce rayon, on est sur des documentaires adultes jeunesse mélangés. Mais c'est parce que c'est le cas dans toutes les collections documentaires de la médiathèque. Ce n'est pas spécifique pour ce rayon. De même, pour les DVD documentaires, ils sont intégrés au rayon, mais parce que les DVD documentaires sont intégrés de la même manière dans tous les rayons documentaires. Donc, on a fait pour ce rayon ces choix-là, mais ils sont déjà faits à l'échelle des collections documentaires globales. Et quels choix ont été faits pour les titres de presse adulte et jeunesse? Eh bien, alors, là, c'est très spécifique. On a un truc très particulier en ce moment, c'est qu'on a des travaux du théâtre qui est adossé à notre bâtiment, qui ont fait qu'on a dû fermer un espace presse qui contenait notamment la presse. Donc, par contrainte, on a réparti la presse dans les rayons thématiques. Effectivement, presse, histoire. Et donc, pour l'instant, la presse qui concerne cette thématique-là est dans ce rayon-là. Mais à vrai dire, là, on l'a fait plus par contrainte que par choix. Bon, néanmoins, ça s'avère pertinent, donc je pense qu'on la laissera après. Mais voilà. Toujours sur le fond et sur la constitution des fonds, pas d'album pour enfants sur ces thématiques. Alors, de ce que j'ai compris, pas regroupé dans le rayon. C'est un fonds documentaire. D'accord. Du coup, vous avez des albums, mais qui sont mélangés avec les autres. Ils ne sont pas identifiés. Voilà. Mais typiquement, alors quand je parlais du cube de présentation qui est devant et qui permet d'isoler des thématiques, on pourrait, sur ce cube, faire le choix de mettre une sélection de fiction jeunesse sur la thématique. Ça n'empêche pas par ailleurs. Oui. C'est simplement que ces collections-là ne restent pas indéfiniment dans ce fond-là. Mais on peut faire de la valorisation ponctuelle, justement, des documents qui ne sont pas dans ce fond, mais qui auraient pu y être, en gros. C'est un peu ça. Très bien. Est-ce que vous avez utilisé les 17 objectifs de développement durable de l'ONU pour faire vos choix dans la constitution du fonds? Non, pas du tout, justement. Pourquoi justement? Parce que quand je parlais de choix et d'arbitrage à faire, c'est que finalement, si on l'a eu, cette réflexion, si on reprenait l'ensemble des objectifs, on n'arrivait pas à faire un rayon qui répondait à nos objectifs à nous, c'est-à-dire isoler une partie des collections pour les rendre plus visibles et plus pratiques, parce que si on prend les 17 objectifs, finalement, ça fait un énorme fonds documentaire, en tout cas dans une bibliothèque, et qui reprend presque quasiment, je ne sais pas, 2/3 de nos collections documentaires, et ça n'avait plus tellement d'intérêt. Donc, on a vraiment bordé la thématique sur, alors j'ai repris les codes, sur tout ce qui était loisirs et vie pratique. Donc, ça, c'est à l'échelle individuelle. Je fais mon compost, je cuisine zéro déchet, enfin, voilà, la vie domestique. Les questions de société, politique, relations internationales, géographie, c'est les questions d'écologie, très clairement. En philo-éthique, société, c'est pareil, c'est vraiment la question plus de l'écologie ou de l'écologie au sens sociétal du mot. Et sciences et nature, c'est pareil, on a vraiment repris l'écologie ou alors dans la catégorie technique, tout ce qui est relevé des questions d'énergie, de transport, d'agriculture et de technologie. Mais on est vraiment bordé dans un canal écologie et pas développement durable. C'est pour ça que c'est un peu trompeur et c'est pour ça que ce n'est pas l'ensemble des objectifs de développement durable. Ok, très bien. Et en même temps, pour le public, développement durable, c'est encore un peu c'est beaucoup écologie. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Comment travaillez-vous avec le service développement durable de la commune
Est-ce que vous travaillez sur des projets communs? Oui, alors on est en lien avec eux. Donc, ça, c'est un marqueur de la volonté politique aussi. Notre service développement durable, il est directement relié au DGS. Il ne fait pas partie d'une direction plus globale. Et il dispose d'un budget, mais les collègues n'ont pas de lieu. Donc, en fait, très concrètement, par exemple, le service a un budget pour programmer des ateliers, des conférences, des moments de sensibilisation. Et la médiathèque est un des lieux d'accueil identifiés pour mener ces ateliers, ce qui fait qu'on travaille en concertation avec eux sur le calendrier, les thématiques, le type d'atelier ou d'intervention qu'on a envie de programmer. Mais tout ça, c'est eux qui le prennent en charge financièrement, par exemple. D'accord. Et ensuite, eux, le service développement durable se fait relais de notre rayon ou de nos actions de leur côté auprès de leur listing, auprès de leur propre annuaire de Villeneuvois intéressés par les questions et de leur plateforme. D'accord, très bien. Alors, juste à aparté, Fanny, à quelle heure est-ce que la prochaine intervention devait commencer? Je n'ai pas noté. Maintenant. Maintenant. Alors, ce que je propose, parce qu'il y a plein de questions, je vais me les noter et on les reprendra. Il va peut-être y avoir des réponses qui vont arriver avec les intervenants suivants. Donc, ne vous en faites pas. Je note les questions pour ne pas les perdre dans le flot de la discussion. Je me charge de cette partie-là, si ça convient, Fanny, et si ça convient aux autres organisatrices. Je me fais maîtresse des questions restées sans réponse. Ça vous va? Et Hélène, c'est OK pour toi de… Hélène, c'est OK de rester un peu plus pour répondre à d'autres questions un peu plus tard en commun? Oui. Super. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. C'était une intervention très, très riche. Et pour la suite. Super. Et du coup, on peut continuer avec la présentation de Raphaël. Est-ce que tu es là et prête, Raphaël? Je suis prête. Alors, Vous m'entendez? Tout à fait. Bon, super. Donc là, on va parler d'une création d'infos aussi, développement durable, mais dans une plus petite commune, donc 3700 habitants. Hélène, juste si tu as envie, tu n'es pas obligée, mais tu peux allumer ta caméra parce que là, on ne te voit pas. Oui, je suis là. Non, pardon, je parlais à Raphaël. Excuse-moi. Non, Hélène. On ne me voit pas? Je ne crois pas. Moi, je ne te voyais pas. Si, moi je la vois. Hein. Ah, merci. Parce que là, je ne savais pas comment faire. Non, si, moi je le vois, c'est bon. Ouais, moi aussi. Donc, dans une petite commune, 3700 habitants, c'est à 15 km de Poitiers, dans la Vienne. Donc, alors, l'idée de départ de la création du fonds, ça a été la découverte du guide de la médiathèque La Canopée, donc le guide de la bibliothèque verte, qui, on s'en est rendu compte, regroupait pas mal de pratiques professionnelles qu'on utilisait déjà et qui étaient respectueuses donc, de l'environnement. Donc, voilà, ça fait tilt un peu. Et puis, parmi les propositions de ce guide, il y avait donc la création d'un fonds développement durable. Alors, on s'est dit avec l'équipe qu'on avait plein de documents qui pouvaient rentrer dans ce fonds, qui étaient disséminés un peu partout dans la médiathèque. Donc, le fonds, on l'a identifié par un logo, en fait. On a demandé la permission de piquer le logo, qu'on nous a accordé tout de suite, parce que la volonté, ce n'était pas de les regrouper sur une étagère, justement, et dans un seul lieu, c'était de les garder disséminés parmi les collections, parce qu'il y a aussi de la fiction. Il n'y a pas que des documentaires, fiction, donc romans, BD, albums, ça mixe adulte et jeunesse. Voilà, donc il y en a partout dans la médiathèque. Donc, c'était important de l'identifier. Et donc, on a apposé ce logo. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante. Merci. Donc, voilà. C'était le logo juste avant. Donc, ce logo apposé sur le dos du document. Voilà. Donc voilà, alors on n'a pas eu de budget alloué pour la création de ce fonds, on a déjà fait avec ce qu'on avait dans la bibliothèque et comme on a quand même une forte sensibilisation à l'écologie, on avait pas mal de documents qui sont aussi demandés parce qu'on a un public qui est justement demandeur de ces thématiques-là.
Donc, à la base, on l'a créé. Donc, on a dû découvrir le guide vers mars-avril 2021. Et en mai, on a commencé déjà à travailler là-dessus, qui a été plus simple parce qu'on n'a plus de D-Way depuis 2015. Donc, en fait, le petit logo, on l'a mis à la place de la cote, l'endroit où on met la cote habituellement. On n'a plus de cote, plus de D-Way. Et un fonctionnement par pôle, en tout cas au niveau des documentaires. Voilà, donc on l'a créé en mai 2021 et il se trouve que justement, on a eu l'aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques accordée par le CNL qui nous a permis justement d'étoffer un peu le fonds sans avoir de budget supplémentaire voté par la municipalité. Donc, la volonté de devenir un lieu ressource de sensibilisation à la protection de l'environnement et du développement durable a été relayée quand même dans le journal de la commune. Et puis, bon, ce qui fonctionne quand même le mieux, c'est le bouche à oreille. On en parle aux adhérents de la médiathèque. Voilà. Alors, plusieurs thèmes. Donc, bon, j'avoue, au départ, on n'a pas vraiment défini des thèmes. On a fait selon ce qu'on avait lu et qui avait trait à l'écologie, climatique au niveau des fictions, etc. etc. Et puis le côté, les petits guides pratiques qu'on pouvait avoir et qui permettaient de pratiquer voilà, les éco-gestes du quotidien. Donc, on a 7 thèmes. L'écologie politique et le militantisme, les activités nature, la biodiversité, tout ce qui est jardinage, compost, permaculture. Donc là, effectivement, sur certains thèmes, ça va être plus des documentaires que des fictions. Les éco-gestes, le dérèglement climatique et la sensibilisation à la condition du vivant. Voilà. Pour ce qui est du nombre de documents, on a une bonne quarantaine de romans, une centaine de documentaires, 25 à 30 BD, entre 20 et 30. En jeunesse, il y en a un petit peu moins, mais ça commence à… Voilà, on oriente aussi clairement nos acquisitions en ce sens. Pour ce qui est de la composition du fonds documentaire, on a deux types de documents. On a les documents, les ouvrages fondateurs de la pensée écologique avec Rachel Carlson, Armand Neis, Pierre Rabhi, et des documents beaucoup plus pratiques du coup sur le jardinage au naturel. La fabrication de produits ménagers, le do-it-yourself, la récup, le jardinage, la cuisine aussi. On a voilà, sur les vins naturels, ça peut regrouper pas mal de choses. On peut passer à la diapo suivante. En fiction, en revanche, alors en fiction, c'est tout ce qui a trait justement à l'écologie, les romans qui font une part belle à la nature, voilà. Pareil en bande dessinée. Alors voilà des petits exemples voilà, de documents qui peuvent faire partie de ce fonds. Voilà pour ceux qui sont dans l'écologie politique et le militantisme. Alors bien sûr avec Après ton silencieux de Rachel Carlson, qui a été une des premières du coup dès 1962 à dénoncer l'utilisation des pesticides aux États-Unis. On a aussi un roman, donc le roman policier, Le gang de la clé à molette. Bon, pour résumer rapidement, c'est des papis qui, qui souhaitent défendre le désert de l'Ouest américain et qui agissent à coups de clé à molette et de dynamite. Voilà. Le droit du sol, bien sûr, sur les déchets nucléaires. Je peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc là, il y a tout ce qui est sur les éco-gestes. Je veux juste faire un petit point sur un livre sorti récemment, Écolo mon cul, qui est vraiment génial. Et qui met vraiment en lumière
qui nous donne des données claires sur des dilemmes du quotidien qui peuvent, voilà, ça peut être la liseuse versus le livre papier, le lave-vaisselle face à l'éponge, Wi-Fi ou 4G, la canette alu face à la bouteille en verre. On est surpris par moments et un peu décontenancé, mais ça nous donne vraiment voilà, des réponses sur des questions qu'on se pose très régulièrement. Alors, dans ce rayon, on rentre en compte, par exemple, rapiécer et raccommoder ses vêtements. Pour nous, voilà, c'est écologique. Ça permet, ça rentre complètement dans ce fond. Être écolo au boulot aussi. Voilà. Tu peux passer à la diapo suivante. Tout ce qui est activité nature. Donc, des témoignages comme l'année sauvage, une vie sans technologie, donc au rythme de la nature. Tout ce qui est les voyages nature, la fabrication de cabanes, voilà, les activités extérieures en pleine nature. Bon, tout ne rentre pas bien sûr dedans, il faut essayer de réguler aussi, mais et donc de la jeunesse aussi, avec Permacité qui réunit plusieurs exemples écologiques dans le monde. Voilà, la diapo suivante. Alors, bien sûr, la sensibilisation à la condition du vivant. Il y a eu pas mal de romans sur ce thème-là qui sont sortis. Donc, voilà, recueillir et soigner les petits animaux sauvages, un livre sur les nouveaux zoos. Voilà, la diapo suivante. Bon, alors, évidemment, tout ce qui est jardinage, compost, permaculture, là, il y avait matière. Des livres comme Plus pas d'eau au potager qui permettent voilà, d'utiliser moins d'eau, de couvrir les cultures s'il fait trop chaud, de faire des brises-vents pour éviter d'assécher la terre. Et la diapo suivante. Donc, le dérèglement climatique aussi rentre dedans, avec un très bon bouquin, Les Paisley, une BD sortie l'année dernière, je crois. Un album qui interroge donc sur nos modes de vie et nous incite à revenir à une existence plus simple, à une déconnexion de la technologie. Voilà. Et la diapo suivante. Alors oui, on fait aussi en fonction de… Il y a des thèmes, puis il y a quand même des éditeurs privilégiés. Je voulais mettre un petit accent sur les éditions Wild Project, alors qu'ils sont, bon, il y a très peu de livres pratiques, c'est plus de la théorie, mais ils ont un site internet qui mérite le détour. Ouais, par exemple. Merci Fanny. Il y a, voilà, je voulais mettre en lumière notamment leur site internet qui fait vraiment des efforts, qui a été conçu, designé, développé afin de limiter l'empreinte énergétique. Par exemple, il n'y a pas les couvertures des livres qui s'affichent, il faut passer la souris dessus pour que ça s'affiche. C'est hébergé, ils sont hébergés en France. Enfin, il y a plein, voilà, il m'a vraiment beaucoup plu ce site-là. Il y a les éditions La Plage, c'est des ouvrages plus pratiques. Le passage est clandestin, c'est plus revendicatif, plus engagé. Voilà, il y a bien sûr Je passe à l'acte chez Actes Sud. Là, c'est vraiment du pratique et ils sortent des bouquins tous les ans qui sont intéressants sur des thématiques particulières. C'est des livres très courts et pratiques. Donc voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Je voulais juste parler de ce qu'il reste à faire, parce qu'il reste toujours des choses à faire. Bien sûr, communiquer tout le temps. Comme on dit, nous, on en parle directement au lecteur. On n'a pas fait d'inauguration du fonds. Bon, on est pris par d'autres projets aussi, mais ça pourrait être une idée aussi de le mettre en lumière à un moment clé. Après, on a quand même aussi des animations qui tournent autour de ce thème, donc ça nous permet de mettre en lumière le fond. Il faut régulièrement revoir les critères de sélection, peut-être du fond aussi, ajuster, tout le temps, c'est jamais vraiment définitif. Trouver un nom. On a du mal avec développement durable, on sait pas trop, voilà, vraiment trouver le nom adéquat, pourquoi pas de faire voilà, auprès des lecteurs, essayer de voir si eux ont plus d'idées que nous, parce que
Voilà. Après, on souhaiterait aussi réaliser un document comme le guide de la petite bibliothèque verte, pour formaliser non seulement ce fonds, mais aussi toutes nos pratiques. Et chose qu'on n'a pas fait aussi, parce qu'on fonctionne en réseau et on n'a pas signalé le fonds sur le catalogue. Voilà. Donc ça reste des chantiers à poursuivre. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Juste, j'avais montré un exemple, je le repartage chez Wild Project, une super maison d'édition. Le livre est-il écologique? Hop, oui, si vous voyez bien. Avec l'association pour l'écologie du livre. Je passe la main à Marion. On a 6 minutes pour les questions. Ok, c'est bien. Il y a une question à laquelle on a déjà eu la réponse. Pas d'identification sur le catalogue. Bravo pour l'anticipation à la question. Combien de documents constituent ce fonds? Alors, c'est ce que j'ai dit, une centaine de documentaires. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me souviens plus, une quarantaine de romans, une trentaine de bandes dessinées. En jeunesse, un peu moins. Il y a peut-être une trentaine de documents en tout. Voilà. Et des DVD aussi. On a encore des DVD, donc une dizaine de DVD. Est-ce que vous avez une politique de valorisation du fonds en direction des publics scolaires, de tous les niveaux des publics scolaires? Non. Non. Après, quand ils viennent visiter, il y a toujours ce petit logo à poser. Donc, soit ils posent la question, soit voilà, on leur montre, mais non pas spécialement. Ok. À travailler. Bonne idée. Et donc, dernière question que je vais essayer de coupler pour que ça réponde en même temps, enfin, pas en même temps, mais comment se fait la veille dans votre équipe de bénévoles et bibliothécaires? Et en fait, je vais coupler ça parce qu'il y avait une question similaire. Donc, quand je pourrai la reposer à Hélène, ce sera bien de savoir. Est-ce qu'il y a un seul acquéreur pour ce fonds ou est-ce que ça se fait en groupe? Alors, en fait, on va essayer d'avoir la réponse pour chacune des intervenantes. Je pense que ça pourrait être intéressant de comparer vos fonctionnements. Donc, c'est pour ça que je le couple comme ça. Donc, comment vous faites la veille et comment vous faites l'acquisition du fonds? Alors, on est une équipe de 2 déjà. Donc, voilà, on n'est pas nombreux. Mon collègue s'occupe plutôt de la jeunesse et moi plutôt de la section adulte. Donc, on jette un œil sur les acquisitions de l'un ou de l'autre, mais très honnêtement, on s'est partagé le travail parce qu'on n'a plus le temps de se consacrer à toutes les acquisitions tous les deux. Donc, voilà, la veille se fait alors sur des sites un peu, voilà, en allant sur les sites des éditeurs notamment que j'ai cités, voir ce qui sort. Et puis sur des sites des librairies évidemment, mais les acquisitions se font, mon collègue donc s'occupe de la jeunesse et moi de la section adulte. Après, on n'est pas fermé justement, les publics, le public peut faire des suggestions aussi, les bénévoles s'ils ont des suggestions à faire peuvent les faire aussi, on prend tout en compte et on voit selon le budget. Oui. Est-ce que du coup, vous prenez en compte dans vos critères d'acquisition l'éco-conception des livres? Alors, j'ai eu une formation il n'y a pas longtemps là-dessus, à la bibliothèque départementale de la Vienne, et j'avoue, je ne regardais pas particulièrement, mais évidemment, c'est très intéressant. Donc là, depuis cette formation, je suis un peu plus critique à ce niveau-là. Donc oui, on va le prendre en compte. On ne le prenait pas forcément en compte et oui, je pense que c'est important de le prendre en compte pour un fonds développement durable. Très bien. Eh bien, on a fait le tour des questions et je crois qu'on est à peu près dans le timing. Et Super. Marion, si je puis me permettre, du coup, la réponse d'Hélène, peut-être en complément sur ces questions, serait intéressante, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Fanny, Oui. tu donnes ton feu vert? Je le reportais pour la fin, mais pas de souci. Hélène? Alors, pour les acquisitions, c'est là où je dis que forcément, le contexte global est important. On est une grosse équipe et c'est pas comparable avec une équipe de 2. Et donc, on va globalement, pour l'ensemble des domaines d'acquisition, c'est toujours au moins en binôme. Au moins.
Et la veille, elle se fait comment? Du coup, je rajoute aussi le bout de question. La veille, elle se fait de la part des acquéreurs spécifiques, mais aussi de l'ensemble de l'équipe. Globalement, il y a des… Voilà, quand je dis qu'on est beaucoup en transversalité et en collaboratif, c'est surtout y compris les acquisitions. Donc, il y a des acquéreurs identifiés par grands domaines, mais de manière très concrète, hein, on fonctionne avec Electre et tout le monde peut mettre des suggestions dans les paniers Electre. C'est charge aux acquéreurs après, au moment de passer la commande, d'étudier l'ensemble des suggestions. Et après, on a aussi une grosse part dans notre politique d'acquisition qui est faite aux suggestions d'usagers qu'on prend en compte aussi. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, si Cécile, c'est bon pour toi, on est parfaitement dans les temps pour enchaîner avec une présentation qui est, je vous le disais, un pas de côté. Cécile n'est pas bibliothécaire, elle est entrepreneur. Sa société s'appelle LibLab. Et si ça te va, je pense que je vais te laisser la présenter parce que c'est toi qui en parleras le mieux. D'accord. Bon, vous me voyez et vous m'entendez bien? Ok, parfait. Bon, ravi d'être là à la proposition de Fanny. Effectivement, donc moi j'ai un profil un petit peu différent. Donc LibLab, l'activité de LibLab, elle est double. Je fais à la fois des librairies éphémères et événementielles. Donc j'ai pas de lieu physique. Je suis basée à Toulouse, mais j'ai pas de lieu physique. Je fais des librairies événementielles sur la thématique de la transition écologique. Et l'autre partie de mon activité, c'est de faire de la formation et de l'animation sur la transition écologique. Alors, plutôt destinée aux professionnels du monde de l'entreprise, des collectivités locales ou à l'enseignement supérieur. Je fais en fait assez peu de choses pour les enfants ou les petits, ce n'est pas mon domaine d'intervention. Donc, en fait, en mixant avec cette double activité, du coup, mon idée aujourd'hui pour vous partager un petit peu ma pratique, c'était de vous partager finalement la manière que j'ai de travailler sur les sujets de transition écologique, puisque j'ai fait le choix justement de me servir des livres pour animer le sujet. Donc, au-delà de présentations ou de gens qui vont faire des formations hyper techniques sur l'énergie, etc., moi, j'essaye d'amener du dans l'enseignement supérieur, puisque je pense que pour engager les gens sur le sujet, il faut un peu parler aux tripes. Donc, dans les livres, pour vous dire le type de sélection de livres que j'ai fait, alors je rejoins tout à fait Raphaël dans le panel d'éditeurs qu'elle a présenté. Moi, j'ai référencé les mêmes et plus peut-être, je pensais aussi à Éco-Société, qui est canadien, ou à Tana Édition, qui ont aussi des jolies collections sur le pratique. Et en fait, moi, je travaille aussi bien j'utilise aussi bien des essais que, comme on l'a dit dans certains cas, des romans graphiques et de la BD, de l'humour, de la poésie, des albums photos. Enfin, moi, j'utilise tout type de contenu qui amène au sujet et pas forcément que les contenus sciences humaines qui vont rentrer dans les idées, j'allais dire, dures, quoi. Donc, les objectifs en fait que je voulais vous partager quand j'anime, alors j'essaye, j'ai beaucoup travaillé avant de faire ce métier-là, je faisais de la formation et du conseil dans l'innovation, donc la techno, j'en ai soupé, et du coup, ce que je fais dans mes animations, eh bien, j'utilise le moins possible de numérique et de présentation, donc j'ai beaucoup joué sur du visuel et du coup, c'est pour ça que je ne vous ai pas mis de présentation et je vais vous montrer en fait quelques petits éléments de ce que j'utilise. Alors d'abord, quand on essaye d'animer un sujet sur la transition, finalement, il faut se dire quels sont les objectifs. Moi, de mon vécu, dans d'autres sujets et sur de sensibilisation, va être de mettre à l'aise les gens et aussi de faire en sorte qu'ils créent un moment agréable, qu'ils passent un moment agréable. Donc ça, je dirais que c'est le premier objectif en général que j'essaye d'avoir dans une animation. Et ensuite, les autres niveaux d'objectifs, ça va être de piquer la curiosité et de faire jouer aussi les échanges de savoir. Parfois, l'idée, ça va être que les gens, ils savent déjà pas mal de choses, donc c'est de faire émerger d'eux-mêmes ce qu'ils connaissent.
et de les amener à partager, mais donc parfois de se mettre en retrait sur ces sujets-là. Et puis aussi quand même, et ça c'est plutôt mon vécu de formatrice, ce que je pense, c'est que plutôt que de transférer la connaissance et d'asséner parfois le fait qu'il va falloir lire sur l'écologie 36 textes de référence, en fait ce qui est hyper important pour moi, pour les gens qu'on a en face, c'est de faire en sorte que les gens se sentent intelligents. Ça, moi j'ai remarqué que c'est vraiment important que les gens se rendent compte qu'ils savent beaucoup de choses et qu'ils ont plein de choses déjà à partager. Et ensuite, de leur transmettre des connaissances, mais plutôt mine de rien, quoi. En tout cas, c'est ma philosophie ou ma manière de faire. Oui. Est-ce que juste tu pourras tenir un tout petit peu plus loin de l'écran et un tout petit peu plus haut? Voilà, là, on est parfait. Merci. Voilà. Et il y a des super commentaires sur le fait que ce soit une animation low-tech, c'est très apprécié. Voilà, c'est ça. Donc, low-tech, alors en général, je prends des papiers recyclés aussi, ou même les brouillons de l'école de mes enfants, ce qui fait son petit effet aussi. Pour répondre à ces objectifs-là, en fait, premier type de choses que je fais, souvent, ce sont, comme tous les gens qui ont fait un petit peu d'animation, ce sont ce qu'on appelle des icebreakers, donc en général, ou des brise-glaces pour être en bon français. Et ce qui est assez sympa à faire et qui est vraiment pas compliqué à faire pour démarrer un petit atelier quand on parle de transition écologique, c'est moi j'ai des cartes où j'ai pris plein de personnalités de la transition écologique. Et en fait, je propose aux gens, je les pose sur la table. Alors, je vous ai mis Jean Covici en premier parce que moi, je travaille beaucoup avec des ingénieurs. Alors, je vous dis, en général, quand je leur demande identifier votre héros de la transition, donc ils viennent tous prendre Jean Covici. Enfin, je blague, c'est un peu ça. Et l'idée, c'est d'avoir des personnalités existantes ou des personnages fictifs. Donc là, j'ai mis Avatar. J'ai mis Princesse Mononoke, j'ai mis Bertrand Piccard pour le côté techno, j'ai mis Jane Goodall pour, et évidemment, j'ai mis Greta Thunberg. Voilà, donc je prends une série de personnalités et je demande aux gens de dire quel est leur héros ou leur inspiration sur la transition écologique. Et ça, c'est un petit icebreaker qui permet en même temps de se faire une idée de comment les gens se positionnent et de ce qui les intéresse et comment ils ont abordé le sujet. Donc, en plus, après, pour un formateur, c'est intéressant parce qu'on sait à qui on a affaire, entre guillemets, on sait un petit peu quelle est la culture des personnes, ce sur quoi il va falloir appuyer et ce qu'ils connaissent ou ce qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, j'allais dire, c'est le côté briser la glace. Et ensuite, pour moi, il y a plusieurs enjeux. Dans le côté transition, ce qui est hyper important, c'est de faire exprimer les émotions parce que vous avez dû être confronté à des personnes, le déni, l'éco-anxiété, toutes les nouvelles autour de l'environnement génèrent beaucoup d'émotions. Et donc, moi, il y a un certain nombre d'animations que je fais qui sont faites pour un petit peu désamorcer ça et faire exprimer les émotions. Donc ça, c'est hyper important. Et pour ça, alors j'ai fait un choix, mais il y a plein d'autres manières de faire, mais je vais vous partager un truc que je fais qui fonctionne bien. C'est, j'utilise ce livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sorry Children. En fait, ce sont des personnalités de la transition écologique qui, le postulat, c'est qu'est-ce qu'on dira à nos enfants dans 20 ans quand on aura ruiné la planète et qu'on n'aura rien fait. Donc, quelle est l'excuse qu'on va utiliser auprès de nos enfants pour n'avoir rien fait? Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait de ce livre un certain nombre d'excuses types que je trouvais intéressantes. Et je demande aux gens de choisir l'excuse. En général, sur les excuses, je leur demande de choisir celle qui leur parle le plus, enfin qui leur ressemble le plus, qu'ils pourraient avoir dites, et aussi de choisir celle qui les révulse le plus. Donc, alors là, par exemple, il y a Alain Damasio qui dit « Je pensais qu'un bon algorithme résoudrait le problème ». Donc ça, c'est la réponse techno. Là, il y a une personne qui dit « Je ne voulais pas me fâcher avec mes amis ». Donc là, on est vraiment dans les freins sociaux. Il y a l'argent, etc. Donc, en fait, toutes ces excuses donnent l'occasion d'exprimer aux gens, d'exprimer finalement leur peur, les choses qui les limitent, qui leur apportent qui leur posent problème pour avancer. Donc, c'est un bon moyen pour les faire exprimer. Et ce que je fais sur des animations qui sont sur les émotions, donc je leur demande déjà de faire ce choix individuel. Et ensuite, je leur fais aussi choisir collectivement une de ces excuses.
et monter une espèce de scène, un petit élément de théâtre pour leur faire trouver une solution. En fait, l'idée de l'atelier, c'est on exprime ce qui nous angoisse et ensuite, collectivement, on choisit une excuse et on essaye de trouver l'antidote à cette excuse et de trouver le truc positif qu'on pourra dire à nos enfants pour ne pas avoir que des mauvaises excuses dans 20 ans. Donc ça, c'est le côté, les ateliers qui vont parler aux émotions. Et alors quand ce n'est pas ce type de livre avec les excuses, j'utilise aussi l'humour. Donc pour moi, l'humour, c'est un super levier. Et je prends des choses très clivantes. Donc j'utilise vraiment des extraits de livres d'humour de tout type. Ça peut être du Reiser, qui était un écologiste avant l'heure. D'ailleurs, je vous conseille l'écologie de Reiser. Il y a des dessins géniaux qui faisaient rigoler tout le monde dans les années 70-80 et aujourd'hui les jeunes des startups ils font ce que Reiser avait dessiné en 70, donc c'est assez rigolo à regarder avec le recul. Et donc l'humour est un bon moyen un peu clivant de faire réagir les gens aussi, donc ça j'utilise aussi ce genre de choses. Donc ça, c'est quand il y a une animation qui est effectivement sur le côté faire exprimer les émotions. Et puis après, il y a des animations aussi pour faire comprendre et pour mettre en scène, transférer la connaissance. Donc là, en fait, on va être sur plutôt aussi des jeux. Alors, je vous donne l'exemple du livre, pour moi, qui est vraiment le livre qu'il faut faire lire sur la décroissance de Timothée Paric, Ralentir ou périr. Il a l'avantage de faire une synthèse de beaucoup de sujets sur la décroissance, parce que moi, c'est un sujet d'écologie, la décroissance, forcément. Enfin, j'aborde aussi bien les sujets très écologiques que les sujets plus sociaux et économiques. Et en fait, pour faire comprendre, parce que c'est quand même un livre qu'il faut lire, tout le monde n'est pas gros lecteur là-dessus, en fait, j'ai pris sur la première partie où il explique le PIB, pourquoi le PIB n'est plus un bon outil pour mesurer la croissance. Et en fait, là-dessus, j'ai fait un jeu où j'ai imaginé des cartes avec différents services et produits et je demande aux gens je l'ai fait chez des étudiants de Centrale Supélec. D'ailleurs, je crois que Quentin Touzé est là, je l'ai vu, donc je le salue au passage. Donc, je l'ai fait avec des étudiants et je leur propose de classer donc, les objets, est-ce que ça rentre dans le calcul du PIB ou pas. Et tout ce qui ne rentre pas dans le calcul du PIB, ensuite, on essaie de comprendre pourquoi ça ne rentre pas dedans, quels sont les freins. Et en fait, ça me permet de transférer les infos et ce qu'explique Timothée Paric dans le bouquin, mais de manière plus active. Et donc, l'idée, c'est que sur des bouquins techniques ou des essais, je fais comme ça un jeu ou une activité qui va utiliser soit positionner des choses sur une frise, soit classer des petites cartes avec des noms, des mots-clés, soit mettre sur un graphique et débattre d'une chose. Donc, toujours un espèce de jeu graphique qui met en scène une partie du contenu du livre pour amorcer la curiosité sur le sujet. Donc, comme ça me permet dans un temps court de partager un des concepts du livre. Donc, au moins, on sait qu'on aura transféré ça au public. Et les curieux, ils iront lire derrière et je leur dis rapidement derrière quels sont les autres thèmes évoqués, mais c'est à eux d'aller chercher le contenu. Et puis, ceux qui ne sont pas des gros lecteurs, eh bien, ils auront au moins eu une première idée. Et derrière, je donne une biblio et je peux aussi donner, dans certains cas, quand je ne suis pas dans une bibliothèque, quand je suis plus avec des étudiants ou en entreprise, je donne également des liens vidéo ou d'autres choses pour que les non-lecteurs puissent avoir une autre manière d'accéder au contenu. Donc ça, c'est quand on est sur du contenu où il y a vraiment un savoir à transmettre. Donc effectivement, ça veut dire qu'on peut le faire sur les bouquins qu'on a pris le temps d'un peu bosser, mais c'est vraiment intéressant à faire, je trouve. Et puis ça permet de… En plus, quand je disais rendre les gens intelligents, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que finalement, les concepts qu'il y a dans un bouquin comme ça, ils sont accessibles, ils les captent là en un quart d'heure, donc pourquoi pas aller plus loin et ne pas avoir peur de lire le livre, quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis derrière, l'autre levier que j'utilise, c'est de raconter des histoires parce que, alors moi, je ne travaille pas avec les petits, mais ce que j'ai vraiment constaté, c'est que les gens adorent qu'on leur raconte des histoires et il n'y a pas besoin d'être à l'école pour ça. Et même dans les entreprises, je dis, dans les collectivités locales, les gens adorent quand il y a de l'anecdote ou une partie histoire qui vient ancrer les connaissances. Donc, j'aime bien, dans certaines formations, je transfère un petit bout d'histoire issue ça peut être d'un roman. Je pitch les romans aussi. Voilà, je fais des courtes présentations des romans pour leur donner envie de lire. Et éventuellement, je lis des petits bouts d'extraits pour piquer la curiosité. Et par exemple, il y en a un que je trouve très chouette, que vous connaissez peut-être. Je crois qu'il a eu un prix d'ailleurs. C'est Chaudin
la montagne blessée, un journaliste qui a mené l'enquête dans un village des Hautes-Alpes. C'est un village qui, au début du XXe siècle, les gens crevaient de faim dans le village, ils n'arrivaient plus à cultiver, ils ont vendu leur village à l'État. Et en fait, il mène l'enquête, il essaye de comprendre pourquoi les gens désertent leur village et l'abandonnent. Et en fait, c'est vraiment une enquête sur le rapport entre l'installation des hommes dans la nature et comment la nature réagit. C'est un super bouquin, donc de temps en temps, j'utilise aussi des petites anecdotes et des extraits de certaines de ces histoires-là. Donc voilà, les histoires, ça permet pour moi vraiment d'ancrer les choses. Et puis, et c'est aussi pour ça que des fois, je fais des choses avec j'ai aussi des livres, des meilleures photos de nature, etc. Donc comme ça, pour des publics un peu moins à l'aise avec l'écrit, eh ben, on peut les faire réagir sur des choses qui sont purement visuelles. Et puis, au final, ce qui est aussi important, c'est de laisser des temps pour que les gens contribuent, parce qu'une fois que vous amenez des trucs, des idées, eux, ils vont aussi avoir les livres dont ils ont envie de parler, évidemment, et voir les ressources qu'ils ont utilisées, eux, et qu'ils ont appris des choses. Donc, toujours laisser de la place pour qu'ils puissent échanger les idées et puis finir par partager les références. Et après, bon, ça, c'est des animations, tout ce type d'animation-là, elles tiennent en moins d'1 heure. Après, moi, je fais aussi en entreprise des ateliers de travail qui ont des objectifs différents, puisque là, il faut produire un plan d'action, etc. Mais c'est un petit peu différent, et là, c'est plus sur 3 heures. Mais sur 1 heure, je pense qu'on a déjà le temps de s'amuser, de leur mettre dans les pattes des choses qui les font réagir, ou bien qui commencent à leur apprendre des trucs. Et voilà, et donc c'est des choses que j'ai testées dans différents environnements, bibliothèques, enseignement, entreprise. Et si vous trouvez des gens motivés, alors en entreprise, il faut que les patrons soient motivés, ça c'est sûr, sinon on a du mal à rentrer. Mais une fois qu'on y est, les gens sont vraiment heureux de partager, de découvrir et de regarder les choses sous un autre angle. Donc c'est vraiment des animations que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Voilà. Super, grand merci Cécile. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai vu beaucoup de réactions. Notamment, il y a eu plein de réponses. Fanny demandait si vous animiez des formations pour les bibliothécaires pour nous apprendre à animer des ateliers autour du Fonds de développement durable. Parce que Fanny a dit oui, je veux m'inscrire, et derrière, nous avons été 1, 2, 3, 4, 5 à dire moi aussi. Avec plaisir. Enfin, je le fais pour d'autres types de gens qui font de la formation, et pourquoi pas au niveau des bibliothèques. Aucun problème pour rediscuter du sujet. Du coup, on se le met à l'agenda, et puis on a un webinaire prévu sur la formation le 30 novembre. Donc, on va poursuivre les échanges et voir comment monter ça, puisque ça intéresse du monde. Et merci beaucoup. Les réactions sont effectivement nombreuses. Ça a bien plu, vos exemples ont enthousiasmé. D'accord, super. N'hésitez pas à donner des biblios aux étudiants. Les BU sont là pour eux. Merci pour cette présentation passionnante. On a le lien vers un album que vous avez évoqué. Participez-vous à un réseau de formateurs sur le même thème? Alors, en fait, je connais beaucoup de formateurs, mais plutôt dans le monde des entreprises, et donc pas des formateurs. En fait, j'interviens dans des réseaux. Par exemple, je fais aussi des animations d'outils qui sont très connus, comme l'atelier d'automne ou ce genre de choses. Donc, je suis dans des réseaux de formateurs sur la transition écologique. Mais utiliser les livres, ça, c'est un petit peu ma sauce à moi, quoi. C'est un peu le croisement de mon expérience de formatrice et de ma passion pour les livres et pour l'écologie. Donc, ça, c'est un peu le truc particulier. Et aussi, mais aussi, par contre, je fais partie de l'association pour l'écologie du livre, et on travaille, et on travaille aussi là sur des contenus avec Georgia, avec Anaïs. Voilà. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Beaucoup de remerciements et beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup à vous de votre écoute, et au plaisir de pouvoir prolonger ça sous diverses formes, en tout cas. On prend date et on donnera une suite, c'est sûr. Celles et ceux qui doivent nous quitter, le replay restera disponible. Je vois qu'il y a Hélène qui devait partir. Merci. Ah oui, merci Hélène infiniment pour ton intervention. Merci. Très appréciée aussi. Et du coup, on est pile poil dans les temps. Vraiment, merci aux présentatrices d'avoir vraiment joué le jeu de la brièveté. Je sais que c'est difficile. Du coup, Nola, tu vas pouvoir parler pendant 45 minutes si tu veux. Non, c'est pas vrai. 45 minutes, voilà. Du coup, je veux que tu lances le PowerPoint. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Et juste pour rassurer tout le monde, 10 minutes de présentation, comme ce qu'on vient de voir, et ensuite un temps de questions-réponses, et on clôturera à 11h30. Ouais.
Alors, je vais attendre que tu lances le PowerPoint. Après, je vais essayer de l'adapter un peu avec ce qui a été dit et les questions qui ont été posées aussi quand même si, effectivement, comme l'avait dit Hélène au départ, pour éviter de dire un peu la même chose, moi, j'ai beaucoup centré la présentation sur le bilan de ce fonds développement durable qui a 1 an tout juste à la médiathèque de Neuilly. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'à Neuilly, il y a aussi 60 000 habitants, donc c'est quand même intéressant de voir les différences de construction. Tu peux passer à la slide suivante. Je vais faire évidemment une petite intro sur nous, comment ça s'est passé. Donc, contrairement à Villeneuve d'Ascq, nous, c'est une initiative croisée, mais de la hiérarchie et de moi-même, on va dire, puisque, en fait, je l'avais déjà dit dans plein d'autres webinaires, mais je le redis, j'ai la fonction de référent en développement durable au sein de la médiathèque. Et j'ai créé la commission développement durable de BIP 92 que je pilote depuis sa création en 2021. Donc, pour ma hiérarchie, c'était logique, en fait, que la médiathèque de Neuilly soit en raccord un peu avec les actions qui se font à côté. Et comme Hélène et comme j'ai oublié ton prénom, je suis désolée. Raphaël. Raphaël, merci. On s'est posé la question de qu'est-ce qu'on met dans ce fonds, comment on fait. Alors nous, on a des codes validés depuis plusieurs années. Donc, on a évidemment eu des réunions avec des jolis tableaux comme ceux que Raphaël nous avait montrés. Non, pas Raphaël, que c'était Hélène qui nous avait montré, pour reprendre tout dans tous les documentaires, qu'est-ce qui pouvait rentrer dedans. Donc, on a décidé que ce serait déjà que des documentaires, mais tout confondu. Donc, il y a des DVD. Et il y a aussi, alors nous, en jeunesse, on a des albums documentaires qui sont pour les gens 4-7 ans, qui rentrent dans ce fonds, même si physiquement, eux, ils restent à leur endroit habituel. Et la question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on y met. Donc, et c'est là que tu peux aller à la suite, Fanny, on s'est dit que justement, on ne mettrait que des documents soit qui posent question et ou qui apportent une réponse, en fait, à tout ce qui est dérèglement climatique, transition écologique, etc. Mais pour répondre et anticiper aussi à la question sur les 17 ODD, on n'a pas encore pour l'instant, et principalement pour une question de place, tout ce qui est, par exemple, égalité des sexes, par exemple, même si c'est dans les objectifs de développement durable de l'ONU, on ne l'a pas dans ce fonds. C'est, comme le disait Hélène, c'est principalement orienté écologie, parce que pour le grand public, c'est aussi un peu synonyme, et qu'on n'a pas trop la place, en fait. Alors, il faut savoir aussi qu'à Neuilly, on a une médiathèque en construction qui devrait ouvrir dans 2 ans. Donc, on fait beaucoup de choses en projet, en mode on teste, on va voir si ça marche, etc. Et donc, c'est là que tu peux passer à la slide suivante. On a en fait un fonds qui est tout petit parce que ça rentre sur une étagère, mais on a à peu près 300 documents dedans. Adultes et jeunesse, donc documentaires, dans lesquels on met donc les albums, les AD, les albums documentaires. Et en fait, le fonds développement durable a une place spécifique, qui est celle que vous voyez là sur la photo. Donc nous, on a 2 médiathèques sur la ville, une annexe et la médiathèque principale, pour l'instant, puisque quand on aura notre grande médiathèque, on en aura 3. Et ce fonds développement durable est dans la médiathèque principale, mais les documentaires qui y sont, parce que ça, c'est le choix qui a été fait aussi, et c'est des questions qui ont été posées auparavant, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout cassé, alors je vais dire la DIWAY, même si c'est des codes validés, mais en fait, chaque acquéreur de fonds va garder son fonds normal. C'est juste que quand il achète un document, il décide si oui ou non ça va dans le fonds développement durable. Et donc, ça s'oriente de 2 façons. Donc, physiquement, parce qu'il y a la question qui avait été posée tout à l'heure, ça ne se voit pas sur la photo, parce que ma photo est toute petite et toute floue, parce que j'ai voulu faire une photo en basse résolution. Donc, on a nous ce qu'on appelle des préfixes de cotes. Donc, en fait, qu'on met informatiquement et physiquement. Donc, contrairement à tous les autres documents de la médiathèque, le préfixe de cote est avec une petite étiquette verte. Voilà, donc en haut du document, et vous avez la cote en bas, comme principalement. Et ces documents peuvent se retrouver à leur place initiale, ou dans le fonds de développement durable, ou à l'annexe. Voilà, donc, et ça tourne. Et nous, on a l'habitude de faire tourner les fonds entre la médiathèque principale et l'annexe. Donc, voilà, ça tourne. Ça, c'était pour la petite partie intro et comment on a créé le projet. Et voilà le bilan 1 an après. Donc, elle n'est pas là, mais je vais remercier ma responsable collection qui m'a fait des super camemberts, qui représente donc la répartition du fonds adulte, qui est très logique en fait par rapport justement aux cotes validées qu'on a créées il y a quelques années.
parce que vous voyez, il y a beaucoup plus de documents de sciences, mais en fait, nous, on a une code validée dans laquelle on a appelé, donc c'est 554, on pourrait dire, ouais, mais environnement, en fait. Donc, tout ce qui est transition écologique, dérèglement climatique, biodiversité, etc., ça va dans cette code-là. Le fameux écolo-mon-cul dont Raphaël a parlé tout à l'heure, l'autre jour, je l'ai présenté justement à la Commission de développement durable, on m'a dit, mais tu le mets où? Dans quel code? Nous, la question ne s'est pas posée, en fait. Donc ça, c'est pour la… Mais vous voyez, il y a quand même un petit peu tous les domaines qui sont représentés. Donc voilà, il y a un bouquin en informatique, il y a 2 bouquins en philo, etc. Donc après, c'est quand même assez intéressant de voir que dans tous les domaines, finalement, il y a quelque chose qui peut y aller. Après, tu as la répartition du fonds jeunesse qui représente à peu près la même chose. Donc, ça ne prend pas en compte les albums documentaires, ça. Mais ça, voilà, c'est pour montrer que du coup, c'est un petit peu la même… Ah si, ça prend en compte les albums documentaires, excusez-moi. Je pense que ça ne prend pas en compte les DVD. Je n'en mettrai pas ma main à couper non plus. Et après, la suite, il y a surtout, qu'est-ce que ça a changé, en fait? Parce qu'on a fait une… depuis 2019, en fait, les taux de rotation sont plus élevés en jeunesse dans le fonds développement durable. Après, c'est pareil de toute façon pour tous les autres documents, quels qu'ils soient, même si ça n'a rien à voir avec le sujet. Et surtout, entre 2019 et 2023, donc les documents qui sont actuellement au fonds développement durable et qui ne l'étaient pas avant, ont augmenté par an, il y a eu plus de 100 prêts en jeunesse et en adulte, il y en a eu plus de 200. Voilà. Donc, en fait, ça montre quand même un intérêt vraiment pour ce genre de sujet parce que, bon, après, il y a l'année 2020 qui a été un petit peu difficile en termes de prêts, mais ensuite, sachant que du coup, on l'a lancé en 2022 et que là, l'année 2023 n'est pas terminée, donc on a fait le bilan que sur les 6 mois de l'année 2023, mais je pense qu'à la fin 2023, il y aurait encore plus en fait de prêts sur les documents qui sont en fonds développement durable. Et tu peux passer à la slide suivante. Et donc, on a fait un super top 10. Alors, attends, tu vas trop vite. Voilà, donc le top 10, tu peux y aller, mais doucement. Du coup, on va se rendre compte que voilà, c'est quand même un peu des têtes de gondole. Donc, voilà, Edgar Morin, personne ne le présente. Des choses comme l'ont dit aussi beaucoup Raphaël et Hélène, un peu de pratico-pratique, des choses qu'on peut faire à la maison, etc. Nous, ça, je pense que c'est assez spécifique en fait à Neuilly. Moi, ça m'étonne qu'un livre sur les tiny house soit dans le top 10. Apparemment, ça m'intéresse quand même. La malédiction du pétrole, qui est donc une BD documentaire, puisqu'il y avait eu une question tout à l'heure pour Hélène, qui je pense, je ne sais pas si elle a répondu du coup. Mais nous, on a un fonds déjà pour les BD, on a un fonds BD documentaire qu'on a créé en 2020 et qui marche très très bien. Et donc, il y a des BD documentaires dans le fonds développement durable. Donc, la malédiction du pétrole, qui est effectivement que je recommande aussi, qui est très bien d'ailleurs. Le monde sans fin, qu'on ne présente plus, qui est qui je pense dépasse Riyad Satouf en termes de prêt de BD. L'algue verte qu'avait montré aussi Raphaël. Donc vous voyez, il y a quand même, après il y a aussi le droit du sol. Donc il y a 4 BD quand même dans notre top 10. L'enfer numérique, je trouve ça très intéressant, puisque comme on a fait un webinaire sur le numérique responsable, je trouve ça très intéressant que ça fasse partie des top 10. Le droit du sol. Et le dernier, voilà, ça fait partie. Et oui. Et voilà, le petit cœur de Fanny, c'est pour ça que je ne voulais pas que tu ailles trop vite. Voilà, ça fait partie, c'est les 10 documents. Alors, c'est adulte, c'est le top 10 adulte. On n'a pas fait le top 10 jeunesse. C'est pas qu'il n'y a pas de jeunesse dans le top 10. Mais moi, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir que comment on appelle ça, le type de document, c'est-à-dire que la BD, en fait, est vraiment très bien représentée là-dedans. Après, c'est un fond même en dehors du… non, alors je réponds tout de suite à Julie parce que je vois la question qui arrive. C'est à top 10. On n'a pas de réseau, nous en fait, on est une bibliothèque, même s'il y a deux bibliothèques physiques, il y a l'annexe et il y a la médiathèque principale. C'est une équipe, c'est une bibliothèque, c'est une collection qui tourne, etc. Et donc je trouve ça intéressant de voir qu'il y a le côté sociétal et le côté pratique en fait. Qui intéresse les gens. Après, nous, on s'est posé la question, du coup, je pense que tu peux passer à la slide d'après, sans aller trop vite aussi. Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? Alors, on est très content, du coup, parce que, en fait, vous avez vu la première photo que je vous ai montrée, enfin, la photo du fonds développement durable, donc dans la médiathèque principale,
c'est au premier étage, à côté des documentaires. Et très honnêtement, bizarrement, moi, je ne vois jamais personne devant ce fond. Pourtant, les stats sont là. Donc, on s'est demandé, voilà, on n'a peut-être pas la réponse, mais là, tu peux aller doucement. Voilà. Est-ce que ça marche bien parce qu'on a créé ce fonds qui est à part? Très honnêtement, j'en doute vu qu'on ne voit jamais personne devant. Est-ce que ça marche bien? Tu peux remettre parce qu'on a notre jolie petite code verte qui est visible même quand le document est à sa place initiale. Allez savoir. Est-ce que c'est parce que c'est un sujet de société voilà, qui intéresse de plus en plus les gens et du coup, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle si c'est ça? Ou est-ce que c'est un petit peu de tout ça? Si vous avez la réponse, vous pouvez le mettre en commentaire dans le chat. Je pense, moi, que c'est un petit peu de tout ça, mais vous pouvez... voilà, je vote D, merci Pauline. Voilà, je suis d'accord. Et voilà. Et donc, je me suis centrée principalement sur le bilan pour pas faire doubler avec Raphaël et Hélène. Et je voulais en profiter aussi pour répondre. Moi, je crois que j'ai répondu en fait aux questions des acquisitions. Oui, j'ai répondu. Et sur l'éco-conception des livres, j'ai trouvé que c'est une question très intéressante parce que pour le coup, on n'a pas du tout, nous, cet aspect-là. Et je me suis moi-même posé la question quand j'ai lu justement Écolo mon cul qui dit bien à un moment donné qu'ils ont fait super attention à la conception du livre. Mais comme souvent, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas dans les livres que j'ai là, mais comme souvent, non, ce n'est pas le cas. Comme souvent, vous savez, au début ou à la fin des livres, vous avez des pages blanches qui ne servent à rien. Bah là, j'en ai un. Voilà, j'en ai un, donc il est un peu plus ancien. Ouais, ça, c'est la fin du livre. Il y a au moins 4 pages blanches qui ne servent à rien. Et c'était le cas dans Écolo mon cul, donc je me suis dit, bon, bah, c'est dommage. Et je me suis toujours demandé pourquoi, alors que le bouquin est effectivement assez parfait, en fait. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, je suis là. Alors. Pour l'histoire des pages blanches. Ah, je t'entends plus. C'est pas une histoire de cahier. Tu sais, ils ne peuvent pas choisir leur... Ah, tu m'entends? Oui, je t'entends, mais je ne te vois plus. Alors, bon, bah, c'est pas grave. Ça y est, c'est bon, t'es revenu, je crois. Je disais, il y a une histoire de cahier. Tu sais, pour imprimer, il faut qu'il y ait un certain nombre de... Enfin, on ne choisit pas, c'est plié en deux. Bon, c'est mathématique, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça. Alors, ils auraient pu faire le choix, du coup, de remplir les pages jusqu'au bout, mais je ne suis pas sûre que ça aurait été plus écolo, parce que ça aurait utilisé plus d'encre, finalement. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je me rends compte que même de plus en plus je fais attention maintenant de plus en plus sur les bouquins qui vont dans le fonds de développement durable et que j'essaye de lire. De plus en plus, il n'y a pas de page blanche en fait. Et c'est imprimé en France. C'est l'éco-conception, je trouve que c'est difficile à surveiller en amont en fait. Une fois que tu as le livre entre les mains, tu as l'information, enfin parfois, et tu peux trouver l'information du lieu d'impression, tout ça. Quand tu passes ta commande, c'est pas si simple que ça. Des questions à creuser sans doute, mais c'est pas si simple que ça. Bon, je ne sais pas si tu veux lire toi-même les questions, si tu as besoin de moi pour faire le relais. Non, attends, effectivement, j'ai le chat ouvert. Donc, vous animez certainement ce fonds. Quelles actions, conférences, ateliers? Alors oui, c'est vrai que je voulais en parler, j'ai oublié d'en parler. Je disais qu'il a 1 an, ce fonds. Et en fait, l'année dernière, pour la journée de l'environnement qui a lieu le 5 juin, on a voulu faire une journée autour du développement durable. Et on s'est dit, ce jour-là, il faut que le fonds de développement durable soit mis en place pour pouvoir l'inaugurer. Et malheureusement, la journée a quand même été un flop total. Parce que sur toute la journée, on avait voulu animer une table ronde le matin, on a fait un escape game autour des ODD et on avait des jeux et on a fait un atelier bombe à graines. Et sur toute la journée, on a eu à peu près 12 personnes, dont une famille qui est venue à tout. Voilà. Donc, alors, le mois de juin, chez nous, à Neuilly, est absolument pas propice aux animations et aux ateliers. Les gens sont déjà dehors, sont déjà partis. Ça dépend énormément des territoires, en fait. Même nos histoires, pour nos heures du compte pour enfants, en juin, ils sont moins pleins que le reste de l'année, en fait. Hein. Donc ça nous a un petit peu refroidi sur les animations autour du fonds développement durable. Et comme je vous disais, comme on va ouvrir une médiathèque, belle, grande médiathèque avec plein d'espaces, etc., qui est à peine en train de sortir de terre, on privilégie de faire les choses plus concrètement à ce moment-là, comme des cafés, par exemple, genre des cafés, enfin, je dis café climat, ça peut s'appeler autrement.
Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup, moi, que ce fonds de développement durable, qui, du coup, d'après les stats, fonctionne, soit aussi beau que celui de Villeneuve-d'Ascq, hein, avec des plantes, avec une crénothèque, avec une créathèque, avec un espace de troc, de dons, etc. Donc, on en reparlera dans, je sais pas, 3 ans. Voilà. Alors, après, attends, ça, c'était une question. Si j'ai bien compris, c'est un fonds tournant. Oui, tout à fait. Exactement. Les documents peuvent être à un moment dans le fond, puis en sortir, mais alors en fait, ils sont toujours à leur même cote, mais après, ils peuvent changer de lieu. Ils peuvent être à la médiathèque principale, ils peuvent être à l'annexe, ils peuvent être sur les étagères du fonds de développement durable qui est identifié ou sur leurs étagères de départ. Voilà, donc effectivement, mais c'est quelque chose qu'on a tout à fait l'habitude de travailler en fait depuis 2018, on travaille comme ça à Neuilly, donc pour nous, ça ne pose pas du tout de souci. Voilà. Je vois qu'il y a une autre question sur les critères d'éco-conception du livre, mais Quentin a répondu, parce que si j'ai bien compris, ou non, c'est Julie qui a répondu, pardon, excuse-moi Julie, que vous avez eu la formation. La nouvelle médiathèque sera-t-elle conçue et construite avec des critères écologiques? Je n'ai pas la main sur toutes ces données, mais je cherche à me renseigner. Donc, la ville a un contrat de performance énergétique. Donc, du coup, il y a forcément des choses qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, on n'aura pas la clim dans cette nouvelle médiathèque pour pouvoir remplir le contrat de performance énergétique, mais on va faire en sorte d'avoir des stores, etc., parce qu'on aura une baie vitrée quand même. Et après, je ne sais pas. J'essaye, je pose beaucoup de questions, mais des fois, mes questions sont trop précises par rapport à l'avancée des travaux. Donc, je vous tiendrai au courant, si vous voulez, dès que j'ai les infos. Et le café climat, Julie, moi, je le vois comme on l'a fait à la formation qu'on a fait ensemble. Mais en fait, c'est... Pourtant, là, ce que disait Hélène, la ville de Villeneuve-d'Ascq a une forte volonté politique, etc. Donc, c'est hyper intéressant. À Neuilly, il y a quand même des choses qui sont faites au niveau de la ville. Il y a un rapport de développement durable qui est créé tous les ans. Il y a le salon du végétal une fois par an. Il y a une journée du vélo une fois par an. Là, il y a depuis des années, il y a énormément de travaux. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Neuilly, mais c'est une ville qui est juste à côté de Paris et qui est entre Paris et la Défense. Donc, il y a une énorme avenue qui va entre l'Arc de la Défense et l'Arc et jusqu'à presque l'Arc de Triomphe. Et il y a énormément de travaux pour changer ces allées, pour que ce soit beaucoup plus plein de verdure, beaucoup plus piétonnier, beaucoup plus facile d'accès pour les vélos. Il y a des bornes pour les voitures, recharger ces voitures électriques qui se sont installées à droite à gauche. Donc, il y a quand même une certaine volonté politique de faire quelque chose autour du développement durable. Voilà. Et attends, parce que je vois que ça descend dans la question, pas trop débordée. Il est 11h25, oui. Et il y a des ateliers conversation carbone. Ok. C'était juste une question de Julie, mais je crois que tu as répondu depuis, qui demandait comment tu voyais les... Le café climat. C'était la dernière. Et donc, voilà. Et donc, je disais ça parce que du coup, à Neuilly, il y a quand même... pour le public, c'est un peu compliqué. On a l'impression de s'investir. À chaque fois qu'on essaye de faire des animations, ou des conférences ou des ateliers, on n'a pas beaucoup de monde. Et pourtant, les documents sont hyper empruntés. Donc, est-ce que ce n'est pas les mêmes personnes en fait, qui viennent aux ateliers que les gens qui empruntent? Je ne sais pas. Mais je pense que, comme disait Cécile, en fait, la discussion en fait, entre les personnes, je pense, est plutôt intéressante. Et le fait que chacun puisse apporter quelque chose, ça pourrait peut-être le faire. Après, avant que je puisse faire un café climat à la médiathèque de Neuilly, il va me falloir 3 ans. Donc, j'ai le temps d'y réfléchir. C'est bien, ça fait des projets sur le long terme. Exactement. Quelqu'un a posé aussi la question sur les critères d'éco-conception d'un livre. Donc, effectivement, Julie Rien a répondu que c'était un sujet qui était travaillé par l'association de l'écologie pour le livre. En fait, il y a beaucoup de choses, mais parmi celles qu'on peut citer, alors maintenant, quasiment tous les éditeurs choisissent des papiers avec un label pour dire que c'est issu des forêts. Comment on dit? Aide-moi, Fanny, c'est toi qui as le terme. Durablement géré. Voilà, durablement géré. J'avais le durable, mais je n'avais pas le gérer. Ce qui rentre en compte aussi, exemple facile là qui me vient, c'est la couverture du document, si elle est plastifiée ou si on évite ce genre de pellicule fine là, qui recouvre. C'est les encres utilisées aussi, c'est la taille du livre, plus il est grand, plus il est lourd, plus il a un impact carbone. J'ai suivi une chouette formation hier avec Fanny justement. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais du coup, effectivement, nous, tout seuls, bibliothécaires dans notre petit coin, c'est hyper compliqué si on doit faire tout un travail de recherche livre par livre. Pour connaître ça, c'est à construire, je pense, sur comment bien
bien mesurer l'impact du livre en lui-même. Plus l'éditeur en produit pour que ce soit visible, plus l'impact est fort aussi, parce que s'il en produit plein, mais qu'en fait, il en vend qu'un petit pourcentage, c'est pas très bon non plus. Voilà, donc c'est un sujet vraiment difficile. Je ne sais pas si mon intervention était utile, mais tout ça pour dire c'est Si, tout à fait. Mais alors d'ailleurs, il y a une question de Quentin, c'est peut-on faire confiance en ces labels? Si ça vous va, je propose qu'on garde ça pour juste dans 5 minutes, pour clôturer la réunion sans déborder, en transmettant les informations pratiques, et on reste toutes disponibles. Et voilà. Donc juste, j'ai 3 informations à vous donner, et après je redonne la parole à la discussion libre. Excusez-moi de hacker la discussion. Je vous redis qu'on va vous envoyer par mail tous les documents. Vous avez des liens vers les vidéos de replay, etc. Tout est enregistré. J'essaye d'avancer. Voilà, les prochains rendez-vous. Donc, on a gardé les mêmes dates qui avaient été annoncées, mais on a inversé les sujets. Donc, on va avertir toutes les personnes qui s'étaient déjà préinscrites. Le 12 octobre, on parlera des achats responsables. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre des marchés publics pour avoir une politique d'achat plus responsable, plus durable, plus écolo. Et le 30 novembre, on parlera des enjeux de formation. On a bien senti aujourd'hui que ça intéressait beaucoup. Et du coup, je vous invite à nous écrire. J'ai mis mon mail, mais vous pouvez nous écrire à toutes. Si vous avez des suggestions de thèmes et ou surtout d'intervenants et d'intervenantes. Vraiment, c'est très ouvert. On essaye collectivement de choisir les personnes qu'on va faire intervenir. C'est un format court, donc c'est toujours un peu frustrant. On ne peut pas faire parler ni tout le monde, ni trop longtemps. Mais on essaye de varier les types de médiathèques, le type d'intervention, etc. Et avant que vous partiez, ah oui, je vous rappelle que vous avez plein de dates aussi sur l'agenda, la page agenda de l'ABF Bibliothèque Verte, que évidemment vous avez tous et toutes en favori, ainsi que le blog. Et je vous demande de repartir avec une mission. Je l'ai mentionné, ce sont des webinaires qui sont un peu en autogestion. C'est un peu la République autonome des webinaires bibliothèque et développement durable. Et donc, on a besoin de vous parce que les moyens humains et financiers mis au service de ces webinaires, c'est juste quelques personnes qui sont là et c'est tout. Donc, on vous suggère, il y a un groupe Facebook qui a du mal à vivre et donc, ça serait super si vous pouviez nous aider à l'animer. Ça peut contribuer simplement à poser des questions, réagir à des commandes, à des publications, mais aussi venir nourrir. Et on a le droit d'y mettre aussi des choses rigolotes, des bonnes pratiques qu'on a repérées ailleurs, etc. On va vous demander votre aide et c'est le moment où je demande l'aide de Clara pour m'aider à partager dans le chat les liens vers le prochain webinaire du 12 octobre. On a créé un événement Facebook et un événement LinkedIn. Et on vous demande si vous pouvez nous aider à le partager ou à l'envoyer à des collègues autour de vous, parce qu'on a encore plein de gens qui nous disent « Ah bon, mais j'en ai jamais entendu parler ». Et on ne sait pas comment toucher plus de monde. Donc, je suis sûre qu'avec vous, on peut toucher plein de monde d'un coup. Et voilà, je vous disais, on a besoin d'idées d'intervenants et intervenantes. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, j'arrête mon partage. Je vous redis juste ces 2 dates. 12 octobre, les achats. 30 novembre, la formation. Vous avez dans le chat les liens vers le 12 octobre pour faire passer l'information. Je vous le renverrai par mail également. Et je compte sur vous pour votre aide. Merci beaucoup. Et j'arrête du coup aussi l'enregistrement. Merci Fanny.